Et on a remarqué l'affiche derrière toi, We Can Do It. Je vois Forcément. que ça depuis tout à l'heure. Bon, bah, salut les filles. Merci d'être avec nous pour cette première table ronde qui lance le projet Décoléré, qui sera donc une table ronde introductive. L'idée, c'est de revoir un peu la place des femmes en général et dans la société pour arriver petit à petit jusqu'à la culture. Pour représenter très rapidement Décoléré, c'est un projet qui est né pendant la période du coronavirus où en fait on était plusieurs à lire ce que le ministère de la Culture avait fait comme, enfin tous les ans ils sortent un observatoire avec plein de chiffres dedans. En lisant bien ça de près, on remarquait qu'il manquait pas mal de milieux culturels. Si on prend par exemple pour la musique, ils parlent seulement du jazz et de la musique classique, donc on n'a aucun chiffre sur toutes les autres sortes de musique. Donc bref, on s'était dit que ça pouvait être chouette d'envisager un projet avec des femmes qui communiquent entre elles, parce qu'en général, on a tendance à rester dans notre coin. Pas mal de personnes parlent du monde d'après le corona, donc on s'était dit que c'était la bonne période aussi pour reprendre un peu la parole et essayer de faire un réel état des lieux. Cet état des lieux, hormis enfin, synthétiser tout ça pour les institutions, ça permettra aussi de faire une grosse base de données sur le site de Décoléré qui soit accessible pour tout le monde. C'est un site qui aura vocation aussi à grandir au fur et à mesure en recevant pas mal d'œuvres et en les diffusant, en faisant aussi des bases de données, que ce soit par exemple du mentorat. Il y a pas mal de mince, comment on dit déjà de pas de projet de mentorat, mais bref, pas mal d'aides pour pousser les femmes dans la culture et parfois on ne le sait pas, donc c'est des choses qu'on aimerait aussi recenser. Donc voilà, on va déjà passer une bonne semaine avec 6 tables rondes. Une fois que les 6 seront passées, on verra l'avenir, mais on espère que ce sera utile et que ça apportera ses fruits ou tout du moins ça permettra de créer des connexions. Et donc voilà. Pour expliquer donc la première semaine, en gros, on aura 6 tables rondes. Celle-ci qui est introductive, une autour de la musique, une autour des arts scéniques, une autour des arts visuels, mais plutôt en mouvement, donc tout ce qui est art numérique, cinéma, jeux vidéo, une autour des arts qui sont enfin, que moi j'ai appelé statiques, mais en vrai, c'est pas un nom qui est officiel, mais bon, j'ai calé ça comme ça. Donc tout ce qui est dessin, peinture, tatouage, graphisme, ce genre de choses. Et enfin, tout le côté littérature avec la BD, la poésie, et puis évidemment, roman, littérature contemporaine, etc. Pour informer les gens qui nous verront donc demain, c'est des tables rondes qui ne sont pas en direct. On a décidé pour ces tables rondes d'inviter que des femmes au départ parce qu'on estime en premier lieu que c'était d'abord aux femmes de donner leur ressenti et leur vécu. Pas parce qu'on veut écarter les hommes de la conversation, absolument pas, parce qu'on le fera après dans un deuxième temps, mais on pensait que pour démarrer, c'était déjà bien de démarrer avec les femmes et ensuite on intégrera donc les hommes. Donc la parité arrivera tôt ou tard, ne nous inquiétons pas. Voilà, je pense que je peux vous laisser vous présenter une par une déjà, dire en quelques mots qui vous êtes, ce que vous faites, et on peut commencer, je sais pas, par Marine. Bah, allons-y. Et ben donc Marine Combe. Moi je suis la rédactrice en chef du magazine YEG. Donc c'est un média en ligne que j'ai fondé avec Célian Ramis, qui est le photographe du magazine. L'idée, on est parti du constat que, donc ça c'est un constat qui date de 2011, mais qui n'a pas beaucoup évolué. Les femmes, elles représentent 18% des expertes dans les médias, donc presse écrite, radio et télé confondues. C'est un chiffre qui stagne et on ne voyait pas en fait pourquoi il y avait un pourcentage si minime de femmes expertes. Donc voilà, on a décidé de faire un média où toutes les expertes allaient être des femmes. Et du coup, l'idée, c'est vraiment de montrer que les femmes sont partout, qu'il n'y a pas de raison qu'elles soient moins visibles que les hommes. Et donc, on va essayer de décrypter tous les mois ce qui fonde un petit peu ces inégalités et comment est-ce qu'on peut s'en affranchir, comment est-ce on peut avancer ensemble et différemment. Parce que forcément, on ne peut plus évoluer dans ce système qui opprime quand même la moitié de l'humanité.
Donc voilà, on est sur une ligne éditoriale féministe, intégrant aussi forcément la population LGBTIQ+, et les personnes racisées, pour éviter aussi de reproduire ces mécanismes de domination entre nous. Et on a remarqué l'affiche derrière toi, We Can Do It. Je Forcément. vois que ça depuis tout à l'heure. Solène, est-ce que tu peux te présenter aussi, s'il te plaît? Ouais, je m'appelle Solène Ducréto, je suis cofondatrice du collectif Les Engraineuses, qui est donc un collectif qui promeut le développement du mouvement écoféministe en France. Donc on traite de façon conjointe les questions des droits des femmes en lien avec les questions environnementales. On a créé l'année dernière le festival Après la pluie, qui était le tout premier festival écoféministe de France. Et qui reprend un peu l'ADN du mouvement, c'est-à-dire à la fois du contenu de réflexion, des actions, une grosse brique artistique aussi, tout plein de choses autour de ces sujets-là. Après, si je commence à développer sur l'écoféminisme, ça peut prendre 3 heures, donc je vais peut-être pas me jeter dans le bain tout de suite. On essaiera d'en parler aussi. J'en profite pour dire, si je fais des petits allers-retours, c'est pas que je suis mal polie, c'est que j'ai un petit chaton qui a 5 mois qui fait des bêtises et il court partout. Donc, vous allez peut-être le voir passer. Là, je pense qu'il a fait une bêtise, donc je vais devoir aller le voir. Ça marche, t'inquiète. Liliane? Oui, bonjour, merci de m'avoir invitée, c'est trop cool. C'est trop cool que ce festival existe. Et je m'appelle Liliane Legendre. J'ai 31 ans, j'ai un parcours assez, divers. J'ai travaillé dans la communication en fait pendant 7 ans et puis en ce moment je suis en train de terminer un master recherche en études de genre. Donc je me suis spécialisée sur plus les recherches en féminisme et médias. Et en ce moment, je travaille sur la banalisation des violences sexuelles. J'ai un regard plus sociologique peut-être à apporter aujourd'hui dans ces tables rondes. Et j'en profite aussi pour ajouter que je suis aussi la co-réalisatrice et fondatrice d'un podcast de critique cinéma féministe qui s'appelle Les Critiques Hystériques. Voilà, donc j'apporte ma petite pierre à la culture aussi, comme ça. Trop cool, je savais pas que tu faisais ça. Il faut que j'aille vérifier alors. Oui. Costanza? Oui, alors merci de m'avoir invitée. Et c'est un plaisir de pouvoir réfléchir à tout ça, en tout cas pendant cette période. Et c'est important de le faire en plus, je pense, parce que comme on l'avait écrit récemment dans un manifesto, c'est dans des moments de crise quand même où les droits des femmes sont le plus fragiles en fait. Donc je trouve ça important qu'on en parle en fait. Donc voilà, moi je suis rédactrice chef de Manifesto, qui est un média qui existe depuis 2014 et qui est né à Rennes. C'est un média qui s'intéresse à la question de la visibilité des femmes, des LGBT, des personnes racisées et de toutes ces catégories en fait qu'on va considérer comme des niches au niveau de l'audience, mais aussi au niveau social, alors que ce ne sont pas du tout des niches, mais qui constituent plus de la moitié de la population française et qui n'ont pas forcément de voix dans les médias et disons en termes d'audience, mais aussi en termes de journalisme. C'est-à-dire que voilà, il y a quand même peu de femmes à des postes de pouvoir dans le journalisme, etc. Peu de LGBT. Donc voilà, toute la question, c'est de questionner cette notion de niche et de produire un média culturel qui soit vraiment un peu le média qu'on a envie de lire aujourd'hui en diffusant un idéal de parité et d'ouverture, quoi. Voilà. Après, on se concentre beaucoup sur des cultures alternatives. Donc, il y a toute une partie de curation et de découverte d'artistes émergents. Et donc aussi avec la question de la défense des travailleurs et travailleuses de la culture. Voilà. Merci. Pour démarrer gentiment, donc on va faire une brève introduction historique où, comme je vous le disais avant, finalement, on a décidé d'annoncer une succession de dates
Donc, pour vous, les filles, ça va être 7 minutes qui sont peut-être un peu longues. C'est pas grave, ce sera coupé au montage et on vous verra pas après parce qu'en fait, on mettra des images pour tout ce que je vais dire. Merci Rémi qui est à côté, enfin, qui nous entend. On a décidé de commencer par des dates du Moyen-Âge parce que sinon, on n'allait pas s'en sortir avec la Rome antique et compagnie. Au bout d'un moment, on ne peut pas tout dire et tout faire. Sauf que la petite information qui était rigolote que j'avais quand même trouvée, c'est que dans les grottes du Pêche-Merle qui sont dans le Lot, qui datent de moins 23 000 ans, les mains qui faisaient les peintures dans la grotte étaient des mains de femmes et donc ça reliait probablement les femmes à la culture déjà depuis la préhistoire et c'était absolument pas des mains d'hommes. Bon, je sais pas si c'était comme ça dans toutes les grottes, j'ai commencé à chercher et puis ça commençait à faire beaucoup de recherches quand même, donc voilà, mais je trouvais ça rigolo comme accessoire, comme petit élément informatique. Merci. Je ne sais plus trouver mes mots pendant le confinement. Ouais, c'est pas évident. Heureusement que j'ai 6 tables rondes derrière. Comme ça, je suis sûre que je vous perds bien mes mots. Alors, donc, si on commence période du Moyen-Âge, en 757, le capitulaire de Compiègne dispose « Si quelqu'un s'étant marié trouve que son épouse n'est pas vierge, il a le droit de la renvoyer et de prendre une autre femme. » On avance après pas mal dans le temps. 1316, les princesses sont mises à l'écart de la succession royale et donc du trône sans aucune justification. 1405, Christine de Pisan, première femme française de lettres à vivre de sa plume, dénonce dans La Cité des Dames la misogynie des clercs et s'insurge contre la discrimination dont les femmes sont victimes. Donc finalement, c'est le même problème quand même depuis un paquet d'années. 1622, Marie de Gournay réclame dans son Égalité des hommes et des femmes un meilleur accès à l'instruction pour toutes les femmes. Elle prend position dans le débat naissant sur la place de la femme et soutient qu'elle n'est pas inférieure à l'homme de par sa nature, mais du fait de son éducation. On avance encore un peu dans le temps. 17e, 18e, c'est l'époque des salons où les femmes tiennent des salons, donc c'est surtout les bourgeoises. Les salons sont quand même majoritairement masculins. On y retrouvera toute la période des Lumières, par exemple. Mais les femmes donc, sont déjà grande partie prenante de la culture. 1789, on arrive à la Révolution, donc les premiers mouvements féministes commencent plus ou moins à naître. Donc on a la marche des femmes de Paris à Versailles. Ça ne plaît pas trop, donc en 90, Condorcet plaide pour le droit de vote aux femmes dans son admission des femmes au droit de cité. Il dira « Songez qu'il s'agit des droits de la moitié du genre humain ». On aura un petit bout qui nous arrangera puisque les enfants seront désormais tous égaux, les filles et les garçons. Mais quelques temps après, ça retourne pas réellement du bon côté. 1791, Olympe de Gouges rédige dans sa déclaration des droits de la femme et de la citoyenne la femme naît libre et demeure égale à l'homme en droit. Elle sera guillotinée 2 ans plus tard parce qu'elle était assez proche de Louis XVI. Enfin, c'est la version officielle. On ne saura pas si c'était aussi pour ce qu'elle pensait. En tout cas, apparemment, elle aurait dit avant de mourir, si la femme a le droit de monter sur l'échafaud, elle doit avoir également celui de monter à la tribune. 1793, premier suffrage universel, les femmes en sont exclues, ainsi que les mineurs, les domestiques, les aliénés et les religieux cloîtrés. 1793, on a pas mal de dates à ce moment-là, c'est assez marrant, ça bouge pas mal. Enfin, marrant, non, mais en tout cas, il y a plein d'éléments. 1793, les femmes de Paris avec un bonnet rouge prennent d'assaut le Conseil général de la Commune de Paris. Elles sont repoussées par un discours misogyne du procureur général Chaumette. Ensuite, un décret de la Convention montagnard s'en suivra et interdira tous les clubs politiques aux femmes. 1795, donc les femmes sont exclues de la vie politique et elles s'installent alors dans les travées réservés au public à l'Assemblée nationale et seront appelées les tricoteuses. Il paraît qu'elles tricotaient pendant que les hommes parlaient à l'Assemblée. 1804, donc c'est la création du Code civil. D'ailleurs, on est toujours sous le même Code civil, même s'il est modifié évidemment avec les lois au fur et à mesure. Et donc, ce fameux Code civil déclare que la femme est incapable juridiquement. 1810, c'est le Code pénal qui qualifie l'adultère de délit. Le mari a une amende, tandis que la femme, elle, si elle est coupable d'adultère, va en prison. 1832, le viol est désormais un crime, mais c'est le père ou le mari qui est lésé et non la femme. Ensuite, 1848, on a les Vésuviennes. Ce sont des femmes parisiennes qui avaient pris les armes lors de la Révolution de la même année et revendiquent une constitution politique des femmes, le port du pantalon, l'accès à tous les emplois publics, civils, religieux et militaires. D'après mes recherches, la radicalité, entre guillemets, des Vésuviennes permet aux hommes hostiles à la cause féministe de s'en servir comme repoussoir. Je trouvais ça assez drôle parce que finalement, c'est à peu près les mêmes arguments qu'on entend encore maintenant à l'heure actuelle, alors qu'on est presque 200 ans après. 1848, Jeanne de Rouen tente de se présenter aux élections et en 1949, elle tentera les élections législatives.
Le socialiste Proudhon dira « L'humanité ne doit aux femmes aucune idée morale, politique, philosophique. L'homme invente, perfectionne, travaille, produit et nourrit la femme. Celle-ci n'a même pas inventé son fuseau et sa quenouille. » Alors j'ai cherché quenouille, apparemment c'est une sorte de plante. Donc je ne sais pas exactement comment, bref, mais voilà pour l'information. 1861, Julie Daubier est la première femme autorisée à passer le bac, 53 ans après la création du baccalauréat. 1880, la Sorbonne s'ouvre aux femmes, 623 ans après sa création. 1900, Jeanne Chauvin est la première femme avocate, quand la profession aurait été créée apparemment environ autour du XIIIe siècle. 1907, les femmes mariées peuvent disposer librement de leur salaire. Par contre, c'est en 1966 qu'elles pourront exercer une profession sans le consentement de leur mari. Donc bon, on ne sait pas trop comment le salaire elles l'avaient en 1907, sauf si le mari l'accordait quand même. 1938, les femmes peuvent s'inscrire à l'université sans l'accord de leur mari. 1944, on arrive avec le droit de vote pour les femmes sous De Gaulle par le biais d'une ordonnance, donc une ordonnance qui est quand même en général inférieure à la loi. J'ai fait la liste de tous les pays qui avaient autorisé aussi le droit de vote aux femmes avant nous. Bon, je pense que les filles, vous le savez, hein, la France est parmi les derniers pays. Pour le plaisir, je vais quand même vous redire tous les pays qui ont été avant nous, parce que c'est assez, ça fait un peu peur. Donc, avant nous, avant 1944, il y a eu la Suède, la Nouvelle-Zélande, l'Australie, la Finlande, la Norvège, le Danemark, le Manitoba, qui est une province du Canada, la Russie, l'Arménie, la Hongrie, le Canada, le Royaume-Uni, la Pologne, la Roumanie, la Géorgie, l'Azerbaïdjan, l'Autriche, l'Allemagne, les Pays-Bas, le Luxembourg, la Belgique, l'Albanie, les États-Unis, l'Irlande, la Roumanie, la Mongolie, l'Espagne. Attendez, c'est pas fini. L'Espagne, le Liban, l'Uruguay, l'Équateur, l'Afrique du Sud, la Turquie, la Grèce, le Portugal, le Sri Lanka, la Roumanie, la Thaïlande, les Maldives, l'Uruguay, le Brésil, Cuba, la Turquie, la Birmanie, l'Inde, les Philippines, la Bolivie, l'Ouzbékistan, le Salvador, le Québec, le Panama, la République dominicaine, la Bulgarie et enfin la France. Et évidemment, il y a quelques pays qui arrivent après la France, mais très peu. 1946, donc 4e République, le préambule de la Constitution dispose la loi garantit à la femme dans tous les domaines des droits égaux à ceux de l'homme. 1947, on a la première femme ministre qui s'appelle Germaine Poinçot-Chapuis. 1966, les femmes peuvent gérer leurs biens propres et exercer une activité professionnelle sans le consentement de leur mari. On est presque à la fin, ne vous inquiétez pas. 1967, c'est la légalisation de la contraception, qui a été d'ailleurs la loi qui a été faite par un certain Lucien. Alors, je vais sûrement l'écorcher. Moi, je dirais Neuwirth, bon, Neuwirth, qu'on le surnommait apparemment Lulu la pilule. Et lorsqu'il a présenté cette loi devant De Gaulle qui était contre de base la légalisation de la contraception, De Gaulle aurait dit au bout de 40 minutes « Vous avez raison, transmettre la vie est important, il faut que ce soit un acte lucide, continuez ». Et donc après, on a eu cette loi. 1967, les femmes peuvent enfin accéder à la Bourse de Paris, celle-ci ayant été créée 243 ans auparavant. 1972, Polytechnique devient mixte et c'est une femme qui est majeure de 1974, la politique commence pas mal à s'en mêler. On a la création du secrétariat d'État à la condition féminine. On a également le premier lieu d'accueil pour les femmes battues, l'obligation de mixité dans tous les établissements publics d'enseignement et évidemment la loi Simone Veil avec l'IVG. 1983, vous allez voir là, c'est 1 milliard de lois qui tombent. La loi pour l'égalité professionnelle entre hommes et femmes. Ensuite, 91, on a Édith Cresson, donc première femme nommée première ministre. 1993, les parents ont l'exercice conjoint de l'autorité parentale, même une fois divorcés. 2000, on a la loi qui autorise la délivrance sans ordonnance des contraceptifs d'urgence. 2001, encore une nouvelle loi sur l'égalité homme-femme. 2004, encore une loi relative à l'éviction du conjoint violent du domicile conjugal afin de protéger les femmes. J'en profite pour faire une mini aparté. Il y a des jeunes qui viennent de lancer un projet qui s'appelle Un abri pour tous, qui est donc à destination des femmes qui sont victimes de violences durant le confinement et qui permet donc à des personnes qui n'utilisent pas un appartement ou une chambre dans leur appartement de pouvoir le prêter à une femme qui se serait manifestée et qui serait en danger donc, dans son propre domicile. Je crois que l'initiative est assez cool et utile en ce moment, donc c'était le moment de le caler. 2008, on réinscrit encore dans la Constitution que l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives ainsi qu'aux responsabilités professionnelles et sociales. 2014, on reparle encore de l'égalité réelle et en 2017, Macron fait de l'égalité homme-femme un de ses grands sujets pendant les élections. Voilà, c'était un chouïa long, mais comme ça, c'était plus ou moins… Évidemment, il manque des dates, hein, il fallait choisir.
Mais ça nous permet de commencer réellement à discuter tous ensemble. Sur la fin de l'introduction historique, donc on voit qu'il y a eu énormément de lois qui sont passées depuis un paquet de temps. Est-ce que déjà vous pensez que c'est finalement aux politiques de se charger de ce genre de choses? Est-ce que le fait d'avoir plein de lois qui se succèdent, est-ce que finalement ça a fait évoluer les choses ou pas du tout? Et est-ce que avec Macron, avec tous ces discours qu'il a autour de l'égalité homme-femme, est-ce que vous pensez qu'à l'heure actuelle, c'est des promesses qui sont tenues ou non? Alors, je ne sais pas qui veut commencer parce que c'est assez vaste le point politique, mais il faut se lancer. Bah, si vous voulez, je peux y aller. Bah oui. Ok. Déjà, quand tu demandes si on part de Macron, enfin, en tout cas des supposées avancées pendant ce mandat présidentiel, je trouve que c'est un mandat présidentiel qui a commencé plutôt mal. C'est-à-dire que en 2017, quand Macron dit qu'il veut faire de l'égalité un fer de lance de son mandat, il se contredit complètement parce que il supprime en fait le ministère de la famille et de l'égalité hommes-femmes et il crée un secrétariat. Donc aujourd'hui en France, en fait, Marlène Schiappa, elle est, disons, secrétaire d'État, mais c'est pas une ministre. Donc déjà, quand même, il faut se rendre compte aujourd'hui qu'il n'y a plus ce ministère-là. Et une personnalité connue pour son engagement intellectuel féministe, sans vouloir dénigrer le personnage, mais en tout cas, c'est plutôt quelqu'un qui venait du web, qui venait des réseaux sociaux, qui n'avait pas le poids peut-être d'une Laurence Rossignol, mais voilà, c'est quand même quelqu'un qui s'est révélé être à plusieurs moments bon, un peu incompétente sur certaines questions concernant le droit des femmes. J'ai personnellement l'impression que ce secrétariat était plus une mesure de make-up qu'une réelle mesure de transformation. Donc, comme souvent dans la Startup Nation, en fait, on fait des choses pour faire du marketing, pour donner l'impression qu'on bouge, et en fait, rien ne bouge. Enfin, voilà, il ne suffit pas d'avoir 11 ministres hommes, 11 ministres femmes pour dire ça y est, on a fait la parité. D'autant plus que, enfin, après, voilà, ce que je trouve, c'est que quand même, pendant ces 3 années, voilà, on n'a pas forcément eu une baisse des violences conjugales, le budget est insignifiant à ce sujet. Il y a eu des coupes de ce budget-là en 2016, je crois. Donc aujourd'hui, voilà, enfin, je trouve que quand même, l'année dernière, il y a eu, je ne sais pas, presque 200, 300 femmes qui sont mortes de violences conjugales. Donc, on ne peut pas vraiment dire qu'il y a une avancée. Le plafond de verre existe toujours et on voit quand même que dans les professions culturelles, les femmes sont quand même toujours les premières à galérer. Quand je pense aux journalistes, enfin, il y a, je sais pas, je crois, 15% des journalistes femmes qui sont de rédac chef ou qui ont des postes importants. Donc, voilà. D'ailleurs, il me semble une tribune pour revendiquer justement la création d'un véritable ministère, en fait. Donc, bon, j'ai l'impression que sous Macron, c'est vraiment plus des mesures de make-up que des mesures sincères de cette histoire d'égalité. Donc, évidemment que ça n'avance pas. Et d'autant plus que je ne pense pas que ce soit des lois random qui vont changer la situation, mais c'est plutôt le changement d'un système qu'il faut aborder en changeant une manière patriarcale de voir la société. Et c'est là où Solène pourra peut-être nous parler plus de l'écoféminisme. Mais voilà, je trouve que c'est vraiment tout le système en fait, que Macron incarne, donc le capitalisme à outrance, qu'il faut remettre en question. Tant qu'on sera dans une société capitaliste et donc patriarcale, c'est très difficile pour les femmes d'avancer en fait. Je me permets de rebondir justement, moi ce que j'avais envie un peu de faire comme lien au début en parlant de politique, après c'était souvent on va dire que les médias sont un contre-pouvoir. Si j'ai pas coupé quelqu'un, je voulais justement vous poser la question, est-ce que finalement est-ce que c'est aux médias d'une certaine manière et vous les médias que vous incarnez,
Est-ce que c'est une nécessité qui est indispensable justement pour diffuser un message autour des femmes et donc les remettre un peu plus en avant et donc finalement faire un peu ce que la politique n'arrive pas à faire d'une certaine manière? Bah, moi, je veux bien m'exprimer sur le sujet. Je pense que effectivement, enfin, tu parlais du média contre-pouvoir. C'est vrai qu'on voit bien que en matière de droits des femmes et d'égalité hommes-femmes, les médias sont rarement un contre-pouvoir, en tout cas sont rarement un contre-pouvoir satisfaisant. Euh, quand on prend l'exemple, enfin, le plus flagrant qui est celui des féminicides, c'est encore très très maltraité par la presse. Et là, on C'est voit ça, aussi quoi, que ce soit aussi maltraité. parce que on est encore parce que les mentalités n'ont pas évolué. Par exemple, justement, enfin, si on prend le Grenelle qu'a organisé le gouvernement l'année dernière en 2019, on nous parle d'un Grenelle contre les violences faites aux femmes. On va retrouver d'autres termes où ce sera le Grenelle contre les violences conjugales. Finalement, c'est le Grenelle contre les féminicides. On a l'impression que c'est des synonymes. Alors que ce n'est pas des synonymes, hein. Il y a des définitions pour chacun de ces termes. La violence conjugale n'est pas uniquement le féminicide. Et finalement, on voit que même si effectivement, il faut prendre des mesures pour agir contre les violences conjugales et plus largement contre les violences sexistes et sexuelles, on ne va pas pouvoir le faire tant qu'on n'aura pas tout décortiqué et qu'on n'en sera pas venu à parler de ce qui crée le problème à la base. Finalement, enfin, le féminicide, on est au bout de la chaîne. On va être voilà, sur le crime, un peu sur la fin, sur l'acte, mais qu'est-ce qui va avoir créé cet acte? Et là où les médias se sont toujours un petit peu embourbés dans la situation aussi, c'est justement dans les termes qu'ils ont utilisés pour parler de crimes passionnels, de drames familiaux, où on va toujours plaider l'hystérie féminine. Finalement, c'est toujours la faute des femmes, on l'a vu hein, dans plein de cas de féminicide. Finalement, ça se retourne contre la femme, quoi. Est-ce que Alexia Daval, elle n'était pas un petit peu trop chiante, quoi. Enfin, finalement, elle a excusé. Excusez-moi, mais c'est non, mais de faire ça en fait. bah ouais, finalement, on se rend compte que ça finit toujours de la même manière. On va toujours se retourner contre les femmes. Après, quand on parle de viol, d'agression sexuelle, etc., c'est exactement la même chose. Finalement, les femmes vont l'avoir cherché parce que tout simplement, elles ont été dans l'espace public à un moment alors qu'on les cantonne à l'espace privé. Et finalement, en fait, si on met pas enfin, si on ne met pas à plat tout ce qui se passe, on n'y arrive pas. Enfin, c'est un effet boule de neige. Le gouvernement s'en sert. Le Grenelle, c'est une accumulation d'effets d'annonce, finalement nous disant qu'il va agir et qu'on on va en finir avec ça. Non, il faut qu'on aille vraiment à la cause du sexisme. Effectivement, un système patriarcal, un système capitaliste. Et sans changement profond d'un système capitaliste, le gouvernement ne va pas agir réellement pour l'égalité entre les femmes et les hommes. Et donc, je pense qu'effectivement, il y a une nécessité de ces médias, justement, de médias comme YEG ou Manifesto, c'est vraiment d'aller décrypter ce qui fonde ces inégalités et rappeler aussi voilà, que les termes sont importants, que ce qui fonde aussi le journalisme est important dans ce traitement des informations et ensuite de l'échange qu'on va pouvoir avoir tous et toutes ensemble. Liliane, tu voulais dire quelque chose à ce sujet, je crois. Tu as levé la main virtuellement. Oui, j'ai levé la main. Attends, je la baisse parce que... oui, je suis totalement d'accord avec ce qui a été dit précédemment et je voulais rebondir sur
ce que tu disais, Marine, sur les mentalités n'ont pas évolué dans les médias, et aussi un peu répondre à ta question sur est-ce que les médias peuvent être un contre-pouvoir. Quelque part, en fait, les médias, enfin, en études de genre, il y a un concept qui a été théorisé par Teresa de Lauretis. Elle parle des médias comme technologie de genre. Donc, en fait, les médias, ils participent à construire le genre, et ça veut dire ils participent à construire la hiérarchie entre hommes et femmes. Le genre, c'est ça, en fait, c'est la différence perçue entre les sexes, qui n'est qu'une pure construction sociale, et qui implique aussi un système de domination avec ceux qui ont un pénis en haut de l'échelle et ceux qui ont un vagin en bas de l'échelle. C'est aussi simple que ça, et aussi, surprenant, parce qu'on a toujours l'habitude de penser que nos sexes, ils ont une signification naturelle, alors qu'en fait, non, ils n'ont qu'une signification sociale. Et donc, les médias, en fait, ils participent à construire cette signification sociale et donc à entretenir les hiérarchies. Je parle des médias dominants, notamment la presse d'information. Et les médias comme ceux qui sont animés par Marine ou Costanza, ils jouent le rôle de lutte, en fait, de contre-discours. Et c'est en fait ces médias-là qui sont des contre-pouvoirs, en fait. Si on voulait que les médias dominants ils deviennent des contre-pouvoirs, il faudrait virer tous les rédacs chefs et faire des formations à tous les journalistes, changer radicalement la façon dont les journalistes sont formés dans les écoles de journalisme, leur faire se rendre compte que quand ils écrivent, les hommes ont un point de vue masculin, ils invisibilisent l'expérience des femmes. La plupart du temps, tout le monde, homme comme femme, a un point de vue qui va être misogyne s'il n'est pas conscientisé. Misogyne et aussi, bien entendu, raciste, classiste, etc. Donc, tout ça, c'est à refondre, à revoir, quoi. Et pardon. Non, mais j'avais une petite question. Là, tu parlais des médias. Est-ce qu'on peut pas peut-être être un peu, comment dire, peut-être c'est utopiste ce que je vais dire, mais donc avec la notre génération finalement qui arrive petit à petit dans ces médias et tout, est-ce qu'on peut pas espérer que ça va un peu changer naturellement de par notre... on voit indirectement souvent les mêmes personnes depuis 30-40 ans dans les médias et même encore à 60-70 ans parler à notre place, alors que finalement ils ont absolument aucune expérience et ne savent pas ce qu'on vit, ce que l'on vit. Donc, est-ce qu'on ne peut pas espérer que ça change un peu et que ça tourne naturellement, ou non, il faut vraiment faire... Oui, je suis trop utopiste. Je pense que en fait, naturellement, ça ne viendra jamais. Et il faut qu'on lutte, en fait, il faut qu'on fasse ce qu'on fait aujourd'hui, ce festival, justement pour visibiliser des paroles, une façon de lutter par le discours. Mais c'est important, en fait, de le faire aussi de cette manière pour pouvoir comprendre le monde dans lequel on vit, comment il fonctionne. Et ça me fait penser aussi toutes les dates que tu nous as données. Cette chronologie qui est... c'est impressionnant de dire que ça fait des siècles, et même encore avant, que ça dure. Et on a l'impression avec les dates, mais franchement, ça fait ça à chaque fois, qu'il y a une progression naturelle. En fait, plus on va dans le futur et mieux ça va être pour les droits des femmes et des personnes opprimées. Et en fait, c'est un faux semblant, quoi, parce que historiquement, on s'aperçoit qu'il y a des moments où ça va un peu mieux, puis après ça repart. Donc en fait, non, c'est pas linéaire, il n'y a pas une progression vers le haut, on ne va pas tous devenir égaux d'ici plusieurs centaines d'années. On est toujours obligé de lutter, quoi, et de réaffirmer que c'est pas normal que les femmes soient en bas de l'échelle, etc. C'est vrai qu'en faisant les dates hier, à un moment, au début, je faisais mon petit travail comme quand j'étais à l'école, blablabla, je notais les dates. Et puis finalement, au bout d'un moment, je trouvais ça presque touchant en fait, de repenser à toutes ces femmes qui ont fait plein de choses depuis, presque pour certaines, même il y a 1500 ans, 1000 ans, etc. Et j'en ai un peu tiré la conclusion de me dire qu'en effet, il fallait
on était un peu obligé de continuer à le faire, déjà parce que ça va toujours pas suffisamment bien pour les femmes, et de deux, surtout pour pas s'appuyer sur ce qu'elles avaient fait, parfois au péril de leur vie et compagnie. Nous, ça va, on fait un Zoom sur Internet, donc franchement, on craint pas grand-chose non plus. Donc ouais, je trouvais que ça représentait bien pourquoi il fallait continuer à le faire, et que toutes les personnes qui disent ouais, vous êtes relous les meufs, à encore parler de ça, etc. On en a plein le cul vulgairement. Non, finalement, en fait, ça confirmait bien mon idée et nos idées de se dire qu'il fallait continuer à en parler. On a parlé politique, médias, etc. J'aurais bien aimé qu'on revienne aussi sur mais en fait, ces inégalités qui sont toujours présentes, comment ça se fait qu'elles soient toujours présentes, comment elles se maintiennent, vraiment en dehors des médias et de la politique. Hein. Je sais pas, Solène, peut-être tu veux prendre un peu la parole, puisque au début, c'était plus les filles. Et toi, pour toi, de ton côté, comment, enfin, à cause de quoi ces inégalités continuent à perdurer, pardon. Eh ben, je pense qu'effectivement, le point de vue historique, il est hyper important et ce qu'on défend au travers de l'écoféminisme, ça vient de là aussi. C'est qu'en fait, on est passé par tout plein d'étapes qui ont fait que les choses se sont un peu empirées et les déséquilibres se sont un peu accentués, carrément accentués. Notamment, on l'a évoqué effectivement au tout début, il y a cette question du capitalisme patriarcal qui est venu un peu foutre la merde. Avant ça même, il y avait le christianisme, parce que c'est vrai que en fait, avant même le Moyen-Âge, on a retrouvé des petites statuettes de divinités féminines un peu partout et qui représentaient plein de choses différentes, qui montrent qu'en fait, dans les peuples païens avant le christianisme, déjà, il y avait une diversité des dieux, que ce qui est dit être la féminité n'était pas forcément attrait à la fertilité, l'amour. Non, il y avait aussi des déesses de la guerre, de la colère. Il y avait plein de choses comme ça, ce qui fait que déjà, il y avait une représentation de ce qu'on appelle le féminin et le masculin qui était beaucoup plus riche que ce qu'on a maintenant. Le christianisme est venu scinder tout ça et est venu écarter un peu deux opposés, ou en faire deux opposés, en disant bah, le féminin, ça va être la femme, l'amour, la gentillesse, la douceur, et le masculin, ça va être la raison, la culture, voilà, et ce qui du coup doit être faire partie des dominants. Donc ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose, c'est l'arrivée du capitalisme. L'arrivée du capitalisme, on peut l'associer au mouvement des enclosures qui a eu lieu en Europe surtout. Et c'est le moment en fait où on s'est dit, ok, on va séparer les terres et ça va devenir des propriétés privées et plus des biens communs. La nature appartient à tous. Non, on va faire des petits pointillés, on va tracer sur une carte toutes ces propriétés et on va se les répartir. Et à partir de ce moment-là, ça a commencé à foutre un peu le bordel parce que bien évidemment, les femmes étaient exclues des propriétés de terre et de l'exploitation de ces terres-là. À la base, c'était de l'exploitation, même pas pour de l'agriculture vivrière ou quoi, c'était pour de l'élevage d'animaux. Et bref, le fait qu'on ait commencé à répartir les terrains et exclu les femmes de leurs droits de terre, c'est là où en fait le fossé a commencé à se creuser encore plus dans nos sociétés et qui fait que le capitalisme a mis en place tout un système de production, de surproduction et en mettant de côté les femmes dans les processus de décision, dans ces processus d'exploitation de la terre. Et voilà. Et d'un point de vue culturel, c'est hyper intéressant parce qu'on se rend compte qu'au final, si on décortique avec cet angle-là notre société d'aujourd'hui, c'est ce qui décrit tous les systèmes d'oppression que le patriarcat fait sur notre société, que ce soit des questions de colonialisme, des questions de surproduction, voilà, il y a des femmes dans le milieu de la culture. Du coup, c'est vraiment tout un panel de systèmes et de schémas d'oppression
qui serait temps de venir décortiquer et d'enlever les nœuds pour voir vers où on peut aller et justement renverser ce modèle de société complètement pour aller vers quelque chose de nouveau qui soit en deçà du capitalisme et du patriarcat. Je sais que Marine et Costanza, alors toutes les deux, vous avez levé la main en même temps. Alors je ne sais pas qui veut répondre à Solène en première. Bon, bah, je décide pour vous. Alors je vois que Costanza, elle est partie là. Vas-y. Non, pas forcément, mais non, mais ça me fait penser ce que dit Solène à un truc qui est quand même intéressant, c'est que effectivement, enfin, je pense qu'il y a quand même une spécificité française et occidentale qui est l'universalisme. Donc cette prétention à l'universalité et à se dire qu'en fait notre culture est dominante par rapport aux autres et qu'en fait, par exemple, la déclaration des droits de l'homme, c'est une déclaration universelle qui vaut pour tout le monde. Voilà. Bon, ça, c'est vraiment une spécificité française de se penser le pays qui a inventé la démocratie, tout ce qu'on veut, alors que bon, c'est pas vrai historiquement. Et cette tendance à l'universalisme, et donc, je pense, solidifie en fait le patriarcat parce que enfin, je pense que c'est assez lié à ce truc de monothéisme chrétien. En fait, du moment où on a un seul Dieu qui est représenté comme un homme, qui supprime en fait toute différence dans d'autres possibles visions de la spiritualité, on arrive dans un universalisme masculin, blanc, dominant. Et je pense qu'au fur et à mesure de l'histoire, cette vision monothéiste qu'on retrouve dans quand même les trois grandes religions, a exclu de fait les femmes parce que il y avait une humanité supérieure et une humanité inférieure. Et le problème de l'universalisme, c'est qu'on n'exclut pas que les femmes, et c'est bien pour ça qu'on parle peut-être d'un changement de système, ce que l'écoféminisme défend, mais on parle aussi de personnes qui ne sont pas occidentales, on parle aussi des personnes LGBT, en fait, toutes celles que Judith Butler appelle les vies mutilées. Donc, toutes ces vies qui n'existent pas parce qu'elles ne sont pas reconnues dans leurs désirs, dans leurs revendications et qui doivent toujours se contenter de vivre à moitié parce qu'elles ne sont pas considérées comme des véritables personnes humaines. Donc voilà, quand on pense à Virginia Woolf et dit une chambre à soi, que les femmes pourraient écrire si elles avaient une chambre à elles, elle dit simplement, eh ben, si les femmes étaient considérées comme des êtres humains, elles pourraient écrire en fait. Donc voilà, je pense qu'il y a un lien peut-être entre monothéisme et universalisme et la nécessité de détruire en fait un système, elle est bien là, c'est que on est dans un système où en fait il y a les dominants et le reste, qui est quand même la majorité de la population, c'est des dominés qui sont considérés comme des personnes qui doivent vivre leur vie à moitié, cachées ou à un tiers de leur potentiel, etc. Donc je pense que, encore une fois, quand tu me demandes en fait pourquoi les inégalités subsistent, c'est parce que en fait c'est tout un universalisme qu'il faut revoir, cette prétention universelle que la France a et que plus généralement l'Occident blanc a aussi, quoi. Marine, tu voulais rebondir là-dessus? Oui, parce que justement, je trouve hyper important justement d'avoir aussi redressé l'histoire, recontextualisé aussi cette séparation du féminin et du masculin avec le capitalisme patriarcal justement, parce qu'on en est toujours à cette division genrée du travail. Et on a une éducation qui est genrée aussi. On parle pas de la même manière aux filles et aux garçons. On leur donne pas, on leur attribue pas soi-disant les mêmes caractéristiques et ce serait normal par rapport au sexe de l'enfant d'être plus ambitieux ou d'être plus douce. Donc voilà, il y a toute une thèse essentialiste qui divise et forcément le capitalisme il s'en sert, le marketing genré, ça fait pas si longtemps que ça existe, mais c'est quand même, voilà, on voit tout l'impact là de ce bleu, ce rose, de cette taxe quand même qu'on met sur les produits considérés pas forcément de première nécessité pour les femmes, alors qu'on les oblige on peut expliquer très clairement, j'imagine que tu parles de tout ce qui est tampons et compagnie qui sont… de la taxe rose en fait, de cette taxe supplémentaire. Tu
pourrais En fait, expliquer c'est une taxe supplémentaire sur les produits qui concernent spécifiquement les femmes. Donc sur les tampons, effectivement, on peut pas comparer protection hygiénique pour femmes et pour hommes, mais l'exemple le plus flagrant, c'est les rasoirs. Généralement, les rasoirs vont coûter plus cher pour les femmes que triple. pour les hommes. Donc voilà, on a tous toute cette division genrée du travail, de l'éducation, du marketing, et les inégalités, elles se creusent tout au long de la vie. Elles vont démarrer à la petite enfance, elles vont finir. Enfin, on a vu là avec la loi retraite, les inégalités qui pèsent aussi sur les femmes, puisque forcément elles sont aussi plus précaires pendant leur carrière. Ça va s'expliquer par aussi une division du congé maternité et du congé paternité qui sont totalement inégaux, 16 semaines pour les femmes, 11 jours pour les hommes. Avec la PMA pour toutes et pour tous, on a quand même tenu super longtemps éloigné les femmes lesbiennes de la parentalité. On écarte toujours les personnes transgenres d'un désir de parentalité, ça n'existe pas, hein. Donc on n'est toujours pas prêt à refonder ce système de famille. Il faut toujours que cette famille elle appartienne à cette norme où on en a parlé, hein. Enfin, c'est blanc, hétéro, cisgenre, voilà, c'est une notion, justement, la famille, on pense que c'est une notion universelle, et alors qu'on écarte toute une partie de la population de cette thématique-là. Et aussi, quand on parle de comment on maintient les inégalités, pour moi, je pense forcément aussi au fait qu'on invisibilise totalement les femmes de tout l'apprentissage scolaire. Donc, dans les manuels scolaires, les femmes sont carrément absentes. On ne peut pas, pour moi, parler d'évolution. Dans les médias, on a l'impression qu'avoir fait rentrer le clitoris et une seule femme au bac littéraire, on a l'impression que c'est une révolution. Non, ça ne l'est pas. C'est carrément un retard énorme qu'on a. Donc voilà, le fait qu'on invisibilise les femmes de l'apprentissage scolaire, mais aussi de tout ce qu'on appelle notre patrimoine, et notre patrimoine reste totalement inexistant. Donc forcément, à partir de là, quand on voit que des hommes se réaliser et s'épanouir, je ne sais pas comment, en tant qu'enfant à qui on dit toi, tu es une petite fille et tu dois faire tes trucs de petite fille, je ne sais pas comment voilà, on peut surpasser encore ces questions-là, et justement créer une rupture avec toute cette division genrée du travail, de la culture, de tout ce qui forme notre société, notre quotidien. Avant de te passer la main, Liliane, je vais juste rebondir sur cette histoire de tampons. Je m'étais pas mal renseignée en fait, mais il y a un bout de temps. Bon, la TVA a quand même baissé en effet sur tout ce qui est les protections hygiéniques. Le problème apparemment, c'est que les prix n'ont pas changé au supermarché. Donc finalement, il y a moins de TVA, mais pour autant, ton paquet de tampons te coûte aussi cher qu'avant. Donc finalement, en fait, la baisse de la TVA apparemment reviendrait directement dans les poches des sociétés qui produisent les protections hygiéniques et compagnie. Donc, au final, la seule chose que ça change, c'est qu'au lieu que ça aille dans les caisses de l'État, ça va dans les caisses de gros industriels. Donc, finalement, c'est encore pire qu'avant, quoi, d'une certaine manière. Donc, voilà. Liliane, je te passe la parole. C'était pour l'aparté. Ouais. Oui, je voulais rebondir sur le capitalisme patriarcal et le lien qu'on peut faire avec la culture, en fait. C'est-à-dire, en fait, là où il y a un intérêt économique, il y a une reprise en main par les hommes des activités. Là où il y a un intérêt économique, du coup, il y a un enjeu de pouvoir, et c'est là où les femmes se font écraser, en fait. D'ailleurs, on le voit même avec cet exemple de tampon. Mais je pense notamment à cet exemple assez frappant sur le développement du cinéma. Au tout début du cinéma, quand on commençait seulement à développer les techniques, les technologies, c'était des femmes qui étaient des réalisatrices. Notamment, il y avait Alice Guy, une Française qui est assez célèbre pour ça. Et c'est des femmes qui ont expérimenté, qui ont inventé le montage, voilà. Et à partir du moment où le cinéma a commencé à faire des revenus,
là, les hommes se sont emparés de l'industrie. Et aujourd'hui, c'est très, très compliqué pour les femmes d'accéder aux postes de pouvoir, d'être réalisatrices, productrices, etc. Donc, en fait, c'est pas pour dire que l'oppression de genre, elle est forcément liée à une oppression économique. Parce qu'il y a aussi du patriarcat, par exemple, il y a aussi de l'exploitation sexuelle du corps des femmes. Mais il y a, il y a un lien très clair avec un enjeu économique et c'est important de se rappeler en fait qu'il y a toujours un enjeu matériel quoi, à cette domination. On parle pas mal depuis tout à l'heure de capitalisme, de système à changer, enfin bref, dans sa généralité. J'aimerais bien aussi qu'on essaye de voir à échelle un peu plus locale, ou on va dire proche de nous, comment on peut déconstruire ces pensées ou ces manières de penser, ces schémas d'oppression, etc. Donc je parle plus vraiment du côté politique et très général d'un point de vue mondial, mais plus ton pote, par exemple, finalement, qui a grandi dans un système où, sans s'en rendre compte, bah, il prend plus de place qu'une femme, ou enfin ça se voit tous les jours, j'imagine en tant que femme, ça se voit rien que dans le métro quand on s'assoit, le fameux mansplaining, etc. Bref, comment on fait pour essayer de lutter un peu contre ça et essayer de faire évoluer les mentalités? Allez-y, vous battez pas. Allez Solène, c'est pour toi, cadeau. Il y a plusieurs choses. Bon, effectivement, ça passe déjà par des décisions politiques, ce fameux congé parental pour les hommes, le fait qu'il soit allongé, ça pourrait changer beaucoup de choses, notamment parce qu'on s'est rendu compte qu'en fait, en regardant dans les pays du Nord, la conscience environnementale chez les hommes, elle apparaît le plus souvent à l'arrivée du premier enfant. Et donc, le fait que les hommes puissent passer plus de temps avec leur bébé, ça les reconnecte à leurs valeurs humaines, à la valeur de la nature, à des choses un peu plus profondes. Et ça entame un processus de changement radical chez eux. Bon, je schématise un peu, hein, mais donc du coup, en fait, on se rend compte que via une décision politique qui paraîtrait assez simple à mettre en œuvre, peut en découler plein de choses hyper positives pour les générations à venir. Donc ça, c'est si on voit un peu long terme. Bien sûr, il y a des questions d'éducation aussi, le fait d'avoir beaucoup plus de visibilité, de rôle modèle féminin dans tous les parcours scolaires qu'on puisse imaginer. Ça, ce serait déjà une grosse avancée aussi. Et puis ensuite, moi, je crois beaucoup à la sororité aussi. Le fait de s'entraider entre personnes, qu'on se dise femme ou pas, mais le fait de s'entraider en général et d'autant plus entre femmes, c'est quelque chose qui me semble aussi primordial et qu'on a complètement oublié. Enfin, c'est pas qu'on l'a oublié, c'est qu'on nous a aussi conditionnés à ne pas s'entraider entre femmes. Il n'y a rien qu'à voir tous les contes qu'on nous a racontés quand on était enfant. En fait, les personnages féminins, c'est la belle famille qui est méchante, la belle-mère qui veut tuer sa fille. Enfin, c'est que des personnages féminins qui s'entretuent. Donc forcément, on nous a pas éduqués à faire des choses ensemble. Donc casser ce schéma-là aussi et rentrer dans des processus d'entraide, ça paraît évident. Et puis faire de la pédagogie et parler et prendre la parole et sortir de sa zone de confort aussi, répartir, y compris dans nos cercles féminins ou même féministes, répartir des rôles pour que on re-rentre pas nous-mêmes dans des schémas patriarcales au sein même de nos propres organisations. Donc voilà, il y a plein de choses sur lesquelles on peut agir, je pense, à notre échelle et qui peuvent contribuer d'un point de vue individuel et collectif, quoi. Marine, tu voulais rebondir? Ouais, c'était après Solène a beaucoup dit aussi de choses sur lesquelles on peut agir, mais en fait c'est vrai que je pense que il y a toute une part où c'est hyper fatigant
quand on est justement militante féministe, on est la rabat-joie, l'hystérique à chaque fois, ou alors voilà, il y a le gars qui a envie de s'y frotter en soirée et de dire alors l'égalité. Celle-là, je vais me la faire. Voilà, et c'est en fait, nous, on va passer beaucoup d'énergie à se dire voilà, allez, on reprend gentiment les bases, on y va en plus avec des pincettes, on parle de lutte contre le patriarcat, pas contre les hommes, sinon on est sûr que t'es contre les hommes, vous voulez inverser les rôles, la société, bon, on part dans tout et n'importe quoi parce que finalement, il y en a pas mal où leur seul but, c'est de nous provoquer et de dire bah tu vois, tu t'énerves, on ne peut pas discuter avec toi. Et en fait, c'est ultra fatigant qu'on nous renvoie toujours cette image-là de... Est-ce qu'il faut y répondre à ces gens qui provoquent? Est-ce qu'il vaut mieux pas répondre comme ça, un peu comme les trolls, tu les laisses de côté et moins tu leur donnes d'attention, moins finalement ils ouvriront grand la bouche? Ou est-ce qu'il faut quand même essayer de leur réexpliquer, reprendre à zéro Bah, je crois qu'après, il n'y a pas de recette miracle. Je pense que chacune va faire aussi avec ce qu'elle est et avec l'énergie qu'elle a à passer à ce moment-là où, voilà, se dire là, ça en vaut la peine. Peut-être que ça en vaut plus la peine avec un bon pote qu'on connaît et où on sait que peut-être que ça va être lent, mais il va y réfléchir, plutôt qu'un pauvre gars en soirée qu'on n'a jamais vu, qu'on reverra sans doute jamais et que, bon, est-ce que ça vaut bien la peine? Mais je pense qu'après, ce qui peut être pas mal, c'est d'inciter justement à entendre d'autres réalités, parce que parfois, justement, on va parler de notre vécu, ça ne convainc pas. Ce qui convainc, c'est que le vécu soit collectif pour qu'on puisse arriver à dire que justement, le problème, il y a vraiment un problème au niveau du système. Donc, en fait, justement, ça passe par les arts et la culture, ça passe par les témoignages dans les médias, ça passe, si on peut agir pour la publicité, notamment avec les saisies de CSA, etc. Ça passe par les manifs qu'on fait dans la rue, ça passe par des conférences. Et tout ça, en ce moment, il y en a beaucoup, il y a énormément d'offres. Il y a de plus en plus aussi d'offres culturelles qui valorise vraiment ce matrimoine, qui valorise les luttes des femmes, des personnes LGBTI, des personnes racisées. Et je pense que des fois, il faut peut-être inciter à aller sur ces choses-là plutôt qu'à faire des longs discours qui vont pas forcément convaincre, mais peut-être justement montrer qu'il y a tout un panel en fait dans la société qui, si on écoute, on va découvrir beaucoup de réalités qui sortent de cette norme oppressante et universelle. Et on va peut-être arriver justement à se déconstruire petit à petit. Tout à l'heure, vous parliez de congé parental, etc., et notamment pour allonger les jours du père. Moi, je reste intimement convaincue que toutes les luttes féministes et compagnie finalement rejoignent les hommes, puisque aussi sont soumis à un schéma d'oppression et que ça les touche également. Hein, quand tu es petit, que tu nais, que tu dois être l'homme fort, que tu dois subvenir aux besoins de tout le monde, etc. Bon, là, c'est pour la minute pop, mais c'était Edith Preto justement qui disait qu'il essayait de travailler vachement là-dessus et contrebalancer ce truc-là. Comment on peut arriver à faire comprendre justement que c'est plutôt une lutte commune et que c'est pas finalement des femmes qui sont juste énervées et hystériques dans un coin comme vous disiez tout à l'heure et que finalement en fait c'est une lutte qui concerne tout le monde et même le mec blanc de 50 ans super riche peut être aussi concerné par ça et comme le petit con de 12 ans comme n'importe qui en fait comme moi comme vous etc. Qu'est-ce qu'on peut faire pour faire comprendre que c'est à tout le monde que tout le monde doit s'en soucier finalement. Je sens que Liliane a soleil. Vas-y. Ouais. Il y avait les deux finalement. Vas-y, si tu veux, je prendrai la suite. Je vais essayer de faire court. Comment on peut faire pour que les hommes rejoignent la lutte comme des alliés féministes, en gros, si je reformule un peu ta question? Ouais, c'est ça. En plus court. En fait, s'ils nous aiment, ils vont le faire. Mais ça veut dire, en fait, dans l'histoire, ça veut dire pour eux abandonner aussi tout un tas de privilèges. Donc, c'est chaud.
C'est pas très convaincant en fait. Donc c'est chaud. Comment dire? Bah, ça demande beaucoup de pédagogie, mais comme tu disais, Marine, ça demande énormément d'énergie. Donc il faut, enfin, voilà, faut cibler quoi. Moi, j'ai ciblé mon rayon familial et amical. Voilà, c'est tout. Et pour le reste, je pense que ça demande en fait de jouer sur un rapport de force. Qu'il faut établir un rapport de force. Parce que en fait, bah, quand il y a rapport de domination, rapport de pouvoir, il faut comment dire, trouver l'équilibre en montrant que bah, nous, enfin les femmes aussi, sont puissantes. Donc voilà, ça veut dire Comment on peut le montrer, ça? Enfin, tu bah, vois. bon, ça ne veut pas forcément dire faire la guerre, évidemment, mais quoique, hein, dans la lutte suffragiste, par exemple, ben, il y a eu recours à l'utilisation de bombes, les nanas se sont formées au jujitsu, enfin voilà. Ça, c'est possible, mais bon, enfin, je ne sais pas si on va rentrer dans autant de Moi, radicalité. perso, j'ai pas envie de faire la guerre. Donc, Voilà. je suis pas chaude du tout. Mais sinon, à un niveau plus individuel, ça veut dire arrêter enfin, devenir sa meilleure amie, soit arrêter de se dévaloriser en permanence, ne pas avoir peur du conflit, avoir le droit d'être en colère, avoir le droit de s'affirmer, enfin s'affirmer quoi. Et à un niveau plus collectif, je pense que en fait ça se ressent bah, dans des prises de parole collectives qui sont relayées dans les médias. Bon, ben, c'est le point MeToo. Mais n'empêche que ça a trop bien marché. Quelque part, les médias ont été obligés d'en parler, de visibiliser le problème des violences sexuelles. Donc voilà, c'est là que peut s'établir un rapport de force aussi. Solène, tu voulais rebondir dessus? Ouais, j'allais dire déjà pour rebondir sur le fait de convaincre ou pas, moi j'aurais peut-être plutôt tendance à dire qu'il vaut mieux essayer de persuader que de convaincre, parce que convaincre, c'est essayer de vaincre les cons. Et pour faire simple, et on s'épuise beaucoup en essayant de vaincre les cons. Et puis oui, une des façons qu'il pourrait y avoir d'embarquer aussi les hommes sur ces sujets-là, ça pourrait être de sortir du conditionnement binaire homme-femme dans lequel on se trouve dans notre société et faire en sorte à ce qu'en fait, tous ensemble, on se reconnecte à nos émotions parce que les émotions ne sont pas des valeurs féminines qui ne doivent être attribuées qu'aux femmes. Les hommes aussi ont des émotions. Si eux se raccrochent à leurs émotions et se reconnectent à ça, peut-être que notre schéma de société pourra aussi évoluer et de la même façon que les femmes puissent se réapproprier des émotions qui ne leur étaient pas attribuées dans le contexte où on est, voilà, la colère, pourquoi pas la violence, même si la violence peut se traduire d'une façon différente, on n'est pas obligé d'aller poser des bombes, on peut très bien dessiner des bombes sur une toile, enfin voilà, il y a plein de façons de se reconnecter à ses émotions, qu'elles soient positives ou négatives, et se reconnecter à ses émotions, c'est se reconnecter à son humanité. Et du coup, si on a tous plus d'humanité en nous, peut-être que notre société sera peut-être un peu meilleure, quoi. Costanza, tu voulais dire quelque chose? Bah, pour moi, les filles, elles ont déjà très très bien résumé l'idée. Peut-être que j'attirerai l'attention sur un fait, et c'est que quelqu'un a parlé du fait d'éduquer, enfin, que la culture est potentiellement un vecteur de changement. Or, dans la culture, je n'ai pas de chiffres exacts, mais il y a beaucoup de femmes, en tout cas, qui travaillent dans la culture, dans ces métiers-là. Le mouvement MeToo part du cinéma, donc de la culture. Le cinéma en France, récemment, on a eu le cas Polanski, qui était clairement un parti pris, je pense, plus que cinématographique, pour en gros dire aux femmes, fermez votre gueule, de toute façon, on gagnera toujours. Et voilà, on donne le César à Polanski parce qu'on n'en a rien à battre de vos revendications. Donc voilà, c'est fort. La France, c'est le pays de la Ligue du LOL, il ne faut pas l'oublier. La Ligue du LOL, c'est une des grandes écoles françaises.
C'est des gens comme Martin Veil ou je ne sais plus les autres qui travaillaient avec Yann Barthès qui aussi étaient complètement harcelants avec certaines de leurs copines à l'école. C'est quand même des journalistes qu'on a l'habitude de stariser. C'est Hugo Clément, l'autre. Voilà. Voilà, nous, on avait fait une enquête sur l'art contemporain. C'était l'enquête les jeunes artistes s'évaporent-elles? De l'école à la galerie, les jeunes artistes s'évaporent-elles? C'est-à-dire, où sont les jeunes artistes à la sortie de l'école? Et dans la musique, en 2019, on a eu quand même le manifeste publié par Télérama qui dénonçait voilà, le MeToo dans la musique, etc. Donc, la culture est quand même un environnement pollué. C'est l'environnement duquel MeToo est parti. C'est l'environnement qui ouvre le plus sa voie. Et je pense qu'en fait, les avancées qu'on a pu faire dans les dernières années dans la culture sont quand même énormes. Parce qu'aujourd'hui, on arrive quand même à contrecarrer, à parler, au fur et à mesure, à divulguer certaines informations. Et on voit que ça marche. En fait, il faut être optimiste. Enfin, je veux dire, les gars de la Ligue du LOL, même si ils ont été recrutés ailleurs, mais bon, ailleurs, ça veut dire quoi? Ça veut dire Hanouna, concrètement. Quand même, ça a marché. Il y a des gens qui ont perdu leur travail. Ces mecs qui sont pas... comment dire? Il y a eu des conséquences directes. Et aujourd'hui, grande victoire, Weinstein, il est quand même condamné. Donc, la lutte dans la culture, pour moi, elle a quand même produit des résultats hyper importants. Et les femmes dans la culture ont réussi à faire preuve d'une force incroyable, en fait. Et je pense que dans la manière de convaincre les hommes de faire partie de cette alliance, il y a aussi ce truc de dire, bah, en fait, les gars, on peut y arriver, on l'a déjà fait, certains hommes sont tombés, donc ça va continuer. Et voilà. Donc, je pense qu'il y a ce truc-là de dire, en fait, nos luttes, elles marchent. Et je pense que ces dernières années l'ont prouvé, en fait. Je vois aussi plusieurs médias comme, je ne sais pas, les Inrock, qui ont fait un revirement de ligne éditoriale plus queer, plus féministe. Et c'est très bien, hein. Enfin, je veux dire, en s'entourant de filles comme Marie Kirchen ou Alice Pfeiffer, voilà, c'est quand même qu'ils ont compris et qu'aujourd'hui, peut-être, ils ne mettraient pas Kanta en couverture, non? Donc, ça veut dire que ces trucs-là amènent à des résultats. Que ce soit du marketing, peut-être des fois, mais je pense que des fois, c'est un vrai changement profond. Et en tout cas, j'ai le sentiment que des médias comme YEG ou comme Manifesto peuvent aujourd'hui, effectivement, inspirer des plus gros médias. Et voilà, donc je pense que la culture est importante et c'est peut-être ça aussi la clé de voûte pour, pour que les hommes rejoignent cette alliance, pour qu'ils réalisent des choses. Parce que, évidemment, je pense que les hommes qui nous entourent ont envie de nous aider parce qu'ils nous aiment. Mais je pense que des fois, ils ne comprennent pas ou ils ne réalisent pas. Mais nous-mêmes, nous les femmes, des fois, on ne réalise pas qu'on subit des agressions. On met des années pour dire « Ah merde, j'ai été victime de viol ». Voilà. Donc, en fait, c'est la culture, elle a ce pouvoir de faire réaliser, en fait. Et voilà, et sur ce, je conclus. En fait, j'estime quand même que dans les dernières années, on a gagné des luttes et qu'il faut continuer. Que ce soit la Ligue du LOL, que ce soit Polanski, parce que quand même, Adèle Haenel, pour moi, c'est une victoire. Enfin, ce qu'elle a fait, c'est une victoire. Voilà. Télérama 2019 avec le MeToo dans la musique. Voilà. Il faut continuer cette lutte-là, même si c'est épuisant. En tout cas, ça porte des résultats, quoi. Marine? Ouais, moi je voulais rebondir justement sur ce que disait Costanza sur justement tout le mouvement aussi qui vient de la culture, notamment il y a par exemple le terme autrice est venu aussi d'un combat de femmes qui travaillent dans les secteurs culturels et artistiques. Et Aurore Evin notamment, hein, qui montre qui revient justement sur l'histoire de ce terme. Et en fait, ce terme existait, c'est juste qu'il a été supprimé pour invisibiliser les femmes aussi. Du coup, ça donne aussi une piste sur comment est-ce qu'on intègre les hommes peut-être à nos luttes. C'est peut-être aussi dans le langage, une fois qu'on aura réussi à revenir un peu à ce naturel de ne plus invisibiliser les femmes, parce que non, le masculin ne l'emporte pas sur le féminin. Cette règle est affreuse, en fait, quand on l'apprend depuis petit, puis on l'apprend, et puis voilà, on le dit très naturellement.
mais en fait, c'est une aberration totale qui est ultra significative quand on dit le masculin l'emporte sur le féminin. À partir de là, on peut se dire ok, en fait tout est dit quoi. Et le langage n'est pas insignifiant. Même quand on voit que, on va dire Madame le maire, on se dit mais c'est fou quoi. Ça veut dire qu'on part d'une fonction imprégnée par le masculin. Donc essayer de rétablir justement ces termes, rétablir un langage où on arrête de faire disparaître les femmes et en fait de partir du principe, par exemple, pour artistes, le cas se pose beaucoup, on va dire les femmes artistes, quand on veut parler d'elles, parce qu'on n'a pas de terme, sauf si voilà, on est à l'écrit, et alors avec l'accord, on va voir que c'est EES ou EE, sinon, voilà, on va dire femme artiste, on va dire, c'est la Coupe du Monde de foot féminin. Donc, en fait, à partir du moment où on ne met pas féminin, on présuppose que c'est masculin, tout comme on utilise, on va dire, des personnes racisées, mais on ne dit jamais des personnes blanches, parce que c'est la norme. On part du principe qu'à partir du moment où on ne précise pas, la personne est blanche, est un homme, hétéro, cisgenre. Donc voilà, je pense que dans le langage, on a tout un travail à faire pour réintégrer les individus dans la société. Si je peux juste rebondir, ce que dit Marine est fondamental, parce qu'en fait, cette question du neutre, par exemple, c'est le moment de la résoudre. C'est-à-dire que je crois que c'est Simone de Beauvoir dans Le deuxième sexe, parce que je réalisais un passage il y a quelques jours de ce livre-là, et justement, je crois qu'elle parle de cette question du neutre, et qu'elle dit du moment où on considère que le neutre est masculin, que l'humain est masculin, que l'humanité est masculine, il n'y a aucune chance pour qu'en fait, tout le reste de l'humanité qui ne l'est pas soit considéré comme ayant droit en fait à des choses. Et donc je pense que vraiment il faut intégrer, et d'où quand même l'intérêt de l'écriture inclusive. Il faut absolument marteler sur le fait que l'humain est mixte, que l'humain est pluriel et qu'il se prononce de manière différente. Et voilà, donc cette question du neutre, pour moi, est centrale. Je ne dis pas que l'écriture inclusive est forcément une solution définitive. Peut-être qu'il y a d'autres solutions, j'en sais rien. Mais en tout cas, nous, on essaie de le faire dans Manifesto de plus en plus. On parle à l'écriture inclusive. Et je pense que déjà, ça déconstruit pas mal de choses, l'écriture inclusive, par exemple. Voilà, donc sortir du neutre, quoi. Est-ce que vous pensez justement qu'il faudrait généraliser l'écriture inclusive? Bon, c'est pas près d'arriver, hein, mais est-ce que vous pensez que c'est indispensable pour déconstruire justement les manières de penser? Ou oui. Bon, vas-y, Solène, exprime-toi. Ouais. En tout cas, ce serait une révolution majeure, d'autant qu'en fait, c'est quelque chose d'hyper récent, et dans tous les langages latins, on est les seuls à avoir changé cette règle-là. On ne sait pas pourquoi. Enfin, si, on sait pourquoi, c'est l'Académie française. C'est l'Académie française qui a imposé de changer complètement la langue française pour imposer cette fameuse règle du féminin l'emporte sur le masculin. C'est-à-dire que dans le vieux français qu'on a parlé pendant des siècles, il n'y avait pas cette loi-là. C'est vraiment l'Académie française, en 1836, je crois, qui a imposé ce truc-là, parce qu'ils trouvaient ça plus noble à la sonorité d'imposer le masculin. C'est-à-dire qu'avant, c'était la loi de, comment ça s'appelle, la règle de l'accord de proximité, voilà. C'est-à-dire que, on va dire, mon manteau et ma veste sont tombés. C'est la veste qui est juste avant, donc ce sera EES. Alors que si on inversait ma veste et mon manteau qui sont tombés, hop, ce sera au masculin. Ça paraît tellement plus simple, et surtout, ça permet de créer une logique dans une phrase beaucoup plus pertinente, quoi. Et dans les médias, on s'en rend d'autant plus compte. Je me souviens plus du livre, mais il y a un petit bouquin sur l'écriture inclusive qui est génial,
qui décortique un peu toutes les règles et qui d'un point de vue historique, recontextualise aussi, qui a fait donc une étude au travers des médias et qui a écrit un article avec un questionnaire à la fin. Et l'article, c'était sur les gens qui font du sport au JO. Et il posait la question, pouvez-vous nous citer un gagnant au JO, le nom d'un gagnant au JO, quelque chose comme ça. Et puis là, le pourcentage était, je ne sais plus, il y avait 98% des personnes qui citaient un nom masculin. Alors que si, en changeant juste la phrase, en disant, pouvez-vous nous citer une personne ayant gagné les JO dans l'histoire des sports, là, hop, on réatterrissait à une relative équité entre femmes-hommes, parce que le fait d'entendre un nom masculin, un nom féminin dans le contexte, ça réintègre la possibilité que les femmes puissent avoir accès à ces choses-là. Et ça, c'est quelque chose qui est valable pour tout, y compris dans le milieu du travail. Si par exemple on a dans le bureau de la direction, on a une étiquette avec marqué le directeur, dans la tête de toute la boîte, il ne peut y avoir qu'un homme à la direction. S'il y a juste un panneau avec marqué la direction, ok. Là, dans la tête des gens, potentiellement, une femme pourra se dire, allez, j'y vais, je brise mon plafond de verre et je vais positionner pour ce poste-là. En fait, c'est tellement important, parce que le langage, c'est ce qui construit notre culture et ce qui nous conditionne aussi, d'autant plus sur toute la période d'éducation. Enfin, c'est tellement ce qui construit une identité, et au-delà même d'une identité individuelle, l'identité d'une nation, que effectivement, c'est à mon sens vraiment primordial qu'on se pose la question, et que ne serait-ce que pourquoi pas avoir un cours, même si c'est pas imposé partout, que à la fac il y ait, je sais pas, une option ou un cours un peu comme les trucs civiques qu'on a au collège et au lycée sur l'écriture inclusive, et est-ce qu'on a le choix de l'utiliser ou pas. Le fait de l'utiliser, même ne serait-ce que